Procédé. En 1816, Nicéphore Niepce exauce un des rêves de l'humanité. Il fixe pour l'éternité l'image éphémère des choses. Du premier coup, Niepce invente tout ou presque. Le procédé photographique, exclusivement utilisé jusqu'à l'avènement de la photographie numérique, c'est-à-dire pendant un siècle et demi, était très voisin de celui de Niepce. Quand nous prenons une photographie, nous enregistrons sur une pellicule les éclairements que nous transformons en variations chimiques. La surface sensible de la pellicule photographique est constituée de cristaux microscopiques, d'un halogénure d'argent, par exemple du bromure d'argent. Ces microcristaux d'un micromètre de diamètre environ sont dispersés dans la gélatine. Quand la lumière frappe un microcristal, elle arrache un électron à un ion bromure et cet électron est capté par un ion argent. Celui-ci est transformé en atome d'argent qui, à la différence de l'ion incolore, est noir. Cette exposition donne une image latente négative qui est très faible. Elle doit être développée dans un révélateur. Les microcristaux dans lesquels le nombre d'atomes d'argent est supérieur à une valeur seuil sont totalement noircis. Les autres microcristaux ne le sont pas. Sur l'image ainsi révélée, les niveaux de gris d'une zone de la photographie dépendent de la densité de microcristaux qui sont noircis, donc de l'intensité de la lumière. Les progrès des mémoires magnétiques ont incité les ingénieurs à fixer sur une bande magnétique la valeur de gris de chaque élément de l'image photographique. Un tel signal est plus facilement transmis et plus aisément traité par les moyens informatiques. Ce signal est analogique. Les variations d'aimantation de la bande sont continues. Il est avantageux d'associer à chaque valeur de gris un nombre entier choisi parmi une série, de 1 à 256 par exemple, et transformer ainsi le signal analogique en un signal numérique. Pourquoi cette transformation ? Parce que la transmission d'un nombre entier amène moins d'erreurs, la distance d'une unité entre un nombre entier et le suivant étant plus grande. Cette numérisation, obtenue en scannant l'image photographique, permet d'améliorer les images par le traitement informatique. On peut ainsi indépendamment augmenter le contraste et la luminosité d'une image, et aussi comprimer l'information pour la transmettre plus rapidement par télécopie. Longtemps, l'image a été prise par les procédés classiques, puis numérisée. Aujourd'hui, on sait transformer directement en signal numérique l'intensité de la lumière arrivant dans une zone de l'image. Les appareils numériques ont à la place de la pellicule une matrice de cellules photosensibles indépendantes. Chaque cellule se charge électriquement d'une quantité proportionnelle à l'éclairement. Cette charge électrique est lue à intervalles réguliers et convertie directement en un nombre binaire qui est mis en mémoire. Cette image numérique est directement exploitable par l'informatique. Le traitement informatique des images est si facile que les photographies ne constituent plus aujourd'hui une preuve juridique. Il est très facile de les maquiller et de constituer des accouplements contre nature, par exemple Marilyn Monroe au bras d'Abraham Lincoln. Les communistes staliniens se donnaient beaucoup de mal pour maquiller les photographies en fonction des avatars de leurs dirigeants. Cela aurait été beaucoup plus facile avec l'informatique. On aurait pu en changer plus souvent. L'image numérique. Derrière l'écran, les images connaissent une mutation fondamentale. Elles se réduisent aujourd'hui à un signal chiffré, à base de 0 et de 1, ingrédients préférés des ordinateurs. Oui, mais comment ? Alors, on a une image, et ce qu'on veut, en fait, c'est la transporter sur un fil, ou bien l'envoyer sur l'antenne, ou l'enregistrer sur un magnétoscope. Alors, pour faire ça, l'idée, c'est qu'on va transformer cette image en un signal électrique. Pour transformer l'image en un signal électrique, on va analyser l'image ligne à ligne, et à chaque variation d'intensité lumineuse, on va faire correspondre une variation de tension électrique, ce qu'on peut voir sur l'oscilloscope. Bon,
Pour être clair, on va prendre une image très simple, c'est une image en noir et blanc, et là on voit bien sur l'oscilloscope qu'un blanc très lumineux correspond à une assez forte tension, puis plus on va vers la droite de l'écran, plus la luminosité descend, plus la tension descend sur l'oscilloscope. Bon, maintenant, si je reviens à mon image, là si je promène mes doigts devant la caméra, on voit bien que de façon synchrone, en fait, la variation d'intensité lumineuse sur l'écran correspond à une variation de tension sur le signal analogique. Cette analogie qu'il y a entre l'image et le courant qui la représente, ben c'est de là qu'on tire le nom d'image analogique. L'image de la télévision aujourd'hui, c'est une image analogique. L'image du jour, c'est... J'ai tout essayé. Sous forme de signal électrique, on peut transmettre en temps réel une image animée sur les ondes ou sur n'importe quel câble électrique. C'est le principe de toute émission en direct et de la télévision en général. Souffle et économie étaient incompatibles. Le problème qui est posé par l'image analogique, c'est que quand on va vouloir faire des copies, quand on va vouloir faire des trucages, on va être obligé de recopier le signal électrique. Et quand on va recopier le signal électrique, on va introduire de plus en plus de bruit de fond, on va introduire de plus en plus de parasites qui vont dénaturer ce signal, qui vont le dégrader. Et ce qui va se passer, eh ben, c'est tout simplement qu'au fur et à mesure des copies, l'image va devenir de moins en moins belle. De moins en moins belle, de moins en moins belle, de moins en moins belle. Et voilà ce qui reste de la vidéo après quelques générations de copies. La numérisation de l'image va permettre de résoudre cet inconvénient majeur grâce à un principe radicalement différent. Si on regarde une image de télévision à la loupe, on va s'apercevoir qu'elle est constituée d'une multitude de points. Quand on veut coder une image en numérique, on va utiliser exactement la même idée. On va décomposer cette image en une foule de petits points. En zoomant grâce à un logiciel sur cette image, on commence à voir apparaître ces points qu'on appelle des pixels. Les pixels, ce sont des petites informations élémentaires qui constituent l'image. Là, je zoome sur la pupille de l'œil de plus en plus, et on s'aperçoit que la pupille de l'œil est composée seulement de quelques pixels. À chacun de ces éléments d'image correspond une valeur de gris. Et cette valeur de gris, on va la coder de façon numérique. Ces valeurs numériques, elles ont été choisies tout simplement parce qu'on a codé l'image sur 256 niveaux de gris. Alors, on voit bien là que plus le point est lumineux, plus la valeur numérique correspondante est grande. Ici, on est presque blanc, donc on a une valeur qui est toute près de 256. Ici, on est presque noir, on a une valeur qui est très basse, qui vaut 25. Bien sûr, dans la machine, on ne va pas conserver ce codage décimal. On va utiliser une autre forme de codage, qui est le codage binaire. Alors, pourquoi le codage binaire? Parce que le binaire est codé sur deux chiffres, 0 et 1. À 0 correspond facilement une absence de courant, à 1 correspond une présence de courant, et l'ordinateur, qui est une machine électrique, peut traiter en fait la représentation de l'image. Pour coder cette image, il faut 1 million de pixels, 1000 fois 1000. 1 million de fois 8 fois 0,1. Alors on s'est amusé à tirer une partie de cette image. Sur cette pile de papier, là, ça représente qu'une toute petite partie de l'image, puisqu'il y a à peu près 100 pixels pour une feuille de papier comme celle-là. Et donc pour coder 1 million de pixels, il faudrait 10 000 feuilles comme ça. Ici, j'en ai à peine 1000. Mais on n'a peut-être pas toujours besoin d'avoir une telle quantité d'informations. Là, on a repris exactement la même image, simplement on a mis beaucoup moins de points et on a mis beaucoup moins d'informations sur la luminosité. Je vais recommencer le même zoom que tout à l'heure sur l'œil. On voit les pixels qui apparaissent beaucoup plus rapidement. Et ici, on a conservé que 8 informations de luminosité au lieu de 256. Et il suffit plus que de 3 chiffres binaires pour coder maintenant ces 8 niveaux de luminosité. Et on aura besoin simplement de 50 fois moins de quantité d'informations pour coder l'image complète. On comprend comme ça qu'il faut faire un choix entre la quantité d'informations numériques qu'on va manipuler et puis évidemment la puissance de l'ordinateur. Alors on a une relation directe entre la qualité de l'image et la quantité de nombres binaires qu'il faut pour la représenter. Mieux l'image est définie, plus il faut manipuler de nombres. Tu sais que t'es belle, toi. L'image numérique va donc prendre de nombreuses apparences, très définies pour des films en 35 mm, Je suis Astérix. ou rudimentaires pour ne pas saturer les mémoires des petites consoles de jeux vidéo. Le grand avantage du numérique, c'est qu'on va pouvoir copier l'image, on va pouvoir la modifier, on va pouvoir la truquer de façon beaucoup plus simple qu'avec l'image analogique. Si je fais des copies de mes 0 et de mes 1, mes valeurs numériques, bien sûr, on va voir le signal se dégrader de la même manière. Mais un 1
même s'il est très usé, il est toujours très différent d'un 0. Et je vais pouvoir reconstituer le signal original extrêmement facilement. Et de cette manière, je vais pouvoir réaliser autant de copies que je veux, elles seront toujours identiques à l'original. Identiques à l'original. Identiques à l'original. Alors maintenant que mon image est codée sous forme d'un tableau de nombres, comme ça, c'est quantité de nombres incroyable, si je m'amuse à échanger, à modifier un certain nombre de ces nombres, ça va se traduire par des modifications à l'écran sur l'image. Par exemple, si je prends une zone qui correspond ici à l'œil, supposons que ce soit cette quantité de papier-là, je m'amuse à la remplacer par un autre paquet de feuilles qui correspond à une autre portion de l'image, je remets le paquet de feuilles qui correspond à l'œil ailleurs, eh bien ça va se traduire sur l'écran en fait par une modification graphique. Voilà exactement ce que ça va donner à l'écran. On voit le paquet de feuilles qui correspond à l'œil qui est parti là, et puis la portion qui était ici, elle va revenir sur l'œil. Un autre exemple, ce que je peux faire également, c'est prendre une portion d'image et puis la remplacer purement et simplement par une portion d'image qui vient d'ailleurs. Alors qu'est-ce que ça donne sur l'écran? Ça donne ceci. Là, j'ai remplacé la bouche précédente par une bouche qui venait d'ailleurs. Je viens de faire une manipulation sur les nombres. Eh bien, cette manipulation sur les nombres, c'est la base de tous les trucages qu'on va faire sur les images numériques. Inversement, je peux m'amuser à rentrer des valeurs numériques directement dans le tableau de nombres qui représente l'image. Ici, je rentre des valeurs simples, des 0 et des 1. Du coup, à l'écran, ça me donne un dessin très simple. Bien sûr, si on travaille avec beaucoup plus de valeurs numériques, on peut obtenir des images plus complexes. C'est tout simplement ce qu'on appelle les images de synthèse. L'image numérique, c'est merveilleux, mais on a vu tout à l'heure que pour coder une modeste image en noir et blanc comme ça, il fallait déjà 1 million de chiffres. Si je voulais une image 35 mm, une image en couleur, il me faudrait 30 millions de caractères pour la représenter. Si je voulais une seconde de film vidéo, il me faudrait 200 millions de caractères pour la représenter. Ce sont des quantités d'informations absolument considérables, et je saturerais n'importe quelle machine avec de telles quantités d'informations. Alors pour pallier ce problème, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise ce qu'on appelle la compression. Si je zoome sur cette portion d'image, on s'aperçoit que ma chemise, ici, elle est toute blanche. Qu'est-ce qui se passe? C'est que plutôt que de coder une centaine de points qui ont tous une valeur identique, de coder 100 fois 255, 255, etc., eh bien, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais dire, à partir de là maintenant, on va avoir 100 pixels qui vont tous avoir la valeur de 255. Pour faire ça, il me suffira de 2 pixels au lieu de 100. Je peux réaliser une compression d'ordre 50. Sur une portion de blanc comme ça. En moyenne, on arrive à faire des compressions qui sont d'ordre 10 assez fréquemment, même sur des images un petit peu compliquées. En vidéo, on peut faire exactement la même chose. Si on réfléchit à une séquence animée, on va avoir une première image, et puis toutes les images qui vont suivre vont être très semblables à la première image. Alors plutôt que de coder toutes ces images identiques, ou presque identiques, eh bien on va coder la première image, et puis d'une image sur l'autre, on ne va coder que la différence. Cet algorithme de compression qui s'appelle la compression MPEG permet d'obtenir des gains de place de l'ordre 100, d'un facteur 100. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu de transporter toute cette gigantesque quantité de papier, ceci me suffira peut-être à coder toute une séquence de plusieurs minutes. C'est ça qui va permettre de manipuler des séquences vidéo sur des petites machines, sur des petits ordinateurs, ou même peut-être demain d'avoir un film d'1 heure et demie entier sur une calculatrice de poche. Thank you.